Située à la croisée des continents européen et asiatique, la Turquie occupe une position géographique et stratégique unique qui en fait un acteur clé sur la scène internationale. Longtemps perçue comme un pont entre l'Orient et l'Occident, elle a su, au fil des décennies, transformer ses capacités militaires pour devenir une puissance régionale influente. Avec une armée modernisée, des investissements massifs dans l'industrie de défense et une implication croissante dans les conflits régionaux, la Turquie se positionne aujourd'hui comme un acteur incontournable des enjeux géopolitiques contemporains. Mais qu'est-ce qui fait de la Turquie une puissance militaire en pleine ascension? Et quelles ambitions poursuit-elle dans un monde en mutation? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! L'histoire moderne de la Turquie commence en 1923 avec la fondation de la République par Mustafa Kemal Atatürk après la défaite de l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale et la guerre d'indépendance turque de 1919 à 1923. Atatürk instaure un État laïque et républicain, mettant en œuvre une série de réformes radicales pour moderniser la société turque, notamment l'abolition du califat, l'adoption de l'alphabet latin et la sécularisation des institutions. Sur le plan militaire, la Turquie se dote d'une armée forte, perçue comme le garant de l'intégrité territoriale et des principes laïques de la République. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie maintient une position de neutralité avant de rejoindre les Alliés en 1945, ce qui lui permet de devenir un des membres fondateurs des Nations Unies. Avec la montée des tensions liées à la guerre froide, la Turquie devient un allié stratégique de l'Occident, rejoignant l'OTAN en 1952. Sa position géographique, contrôlant les détroits du Bosphore et des Dardanelles, en fait un acteur clé dans la lutte contre l'expansion soviétique. En effet, ces détroits étaient une voie de transit cruciale pour les navires soviétiques voulant accéder à la Méditerranée. Une région stratégique pour le déploiement naval et les opérations militaires. L'armée turque est alors modernisée, avec le soutien américain et des bases stratégiques sont établies sur son territoire. Sur le plan intérieur, la Turquie traverse des périodes de turbulences politiques, souvent marquées par des coups d'État militaires. L'armée, considérée comme la gardienne des idéaux kémalistes, intervient régulièrement pour rétablir l'ordre ou préserver la laïcité face à des gouvernements perçus comme déviants. Ces interventions renforcent le rôle politique de l'armée, mais suscitent également des critiques sur l'instabilité démocratique du pays. À partir des années 2000, la Turquie entre dans une nouvelle ère sous la direction de Recep Tayyip Erdogan et de son parti, l'AKP. Le parti se définit comme conservateur démocrate et a été au pouvoir en Turquie depuis 2002. Avec lui, Erdogan amorce un processus de réforme économique et politique, consolidant son pouvoir tout en limitant l'influence de l'armée dans la vie politique. Cette période est également marquée par un retour à des valeurs conservatrices et religieuses, en rupture avec le laïcisme strict d'Atatürk. Sur le plan militaire, la Turquie renforce son industrie de défense, devenant un producteur majeur de matériel militaire, notamment de drones comme le célèbre Bayraktar TB2, dont on parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Ainsi, le pays se positionne comme une puissance régionale, intervenant directement dans des conflits en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh, tout en menant des opérations contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, alias PKK, considéré comme une organisation terroriste par Ankara. De plus, la politique étrangère turque, sous Erdogan, oscille entre coopération et confrontation. Membre de l'OTAN, la Turquie entretient des relations complexes avec les États-Unis et l'Union européenne, notamment sur des questions liées aux droits de l'homme, aux tensions en Méditerranée orientale et à l'achat du système de défense russe S-400. Parallèlement, Ankara cherche à renforcer son influence dans le monde musulman en adoptant une politique plus indépendante et en se présentant comme un défenseur des causes islamiques. Mais de quoi est composé son arsenal militaire? L'armée turque, connue sous le nom de Forces armées turques, est aujourd'hui l'une des plus grandes et plus puissantes au monde. Elle est divisée en 4 branches principales. Il y a d'abord les forces terrestres, qui constituent le pilier principal de l'armée,
avec une capacité importante en termes de personnel et d'équipement. Elle dispose de chars modernes comme le Léopard 2A4 et le Léopard 1A3. Mais le pays prévoit également de faire ses propres chars, comme avec le Altay, qui est un char de combat principal développé par la société turque Otokar en collaboration avec Hyundai Rotem, une société sud-coréenne. Le développement de ce char a commencé en 2007 et il est prévu qu'il soit opérationnel à partir de 2025. Il représente une avancée significative pour l'armée turque et devrait renforcer sa puissance de feu. L'armée de terre est également dotée de véhicules blindés, d'artillerie avancée et de systèmes de défense aérienne. Vient ensuite la force aérienne, qui est reconnue comme l'une des forces aériennes les plus puissantes de la région. Elle opère une flotte de chasseurs F-16 modernisés et développe des projets nationaux tels que le chasseur furtif TFX. C'est un projet d'avion de combat de 5e génération développé par Turkish Aerospace Industries en collaboration avec des partenaires internationaux comme BAE Systems. Il est un symbole de l'ambition de la Turquie de devenir un acteur majeur dans le domaine de l'aéronautique militaire et de réduire sa dépendance aux importations de défense. La Turquie investit également dans des drones militaires de pointe tels que le Bayraktar TB2 et l'Anka, qui jouent un rôle central dans ces opérations militaires récentes. On peut aussi parler de la marine, qui assure la sécurité des eaux territoriales de la Turquie, notamment en mer Noire, en mer Égée et en Méditerranée. Elle dispose de frégates modernes, de sous-marins, de corvettes et d'un porte-drone, le TCG Anadolu, conçu pour renforcer la projection de puissance maritime. Ce dernier est construit par le chantier naval SEDEF à Istanbul. Il a été mis en service le 10 avril 2023. Ce navire est conçu pour transporter des hélicoptères et des drones de combat, notamment les Bayraktar TB3. Il peut également être utilisé pour des opérations militaires à longue distance et des missions de secours humanitaires. Enfin, on peut parler de la gendarmerie et des gardes-côtes qui sont chargés des missions de sécurité intérieure et de surveillance des frontières maritimes. Ces forces jouent un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux migratoires. Il faut savoir que sous la direction de Recep Tayyip Erdogan et de son parti, l'AKP, la Turquie a considérablement renforcé son industrie de défense, devenant un exportateur majeur de matériel militaire. C'est notamment le cas des drones. Regardons ça de plus près. Il ne faut pas oublier que la guerre des drones prend de plus en plus d'importance dans les conflits du monde entier. Ainsi, c'est la course à l'armement, et la Turquie ne fait pas exception. Par exemple, depuis le début du conflit russo-ukrainien, il a été révélé que des drones turcs jouent un rôle important pour les forces ukrainiennes. Il ne faut pas oublier que la Turquie fait partie de l'OTAN et que le pays possède la deuxième plus grande armée permanente de l'Alliance après les États-Unis. Mais cela fait déjà une vingtaine d'années que le pays a développé la puissance de ses drones. D'ailleurs, la technologie de ces engins a reçu la priorité absolue dans le développement de l'industrie de la défense du pays. Ainsi, à l'heure actuelle, elle est l'une des plus grandes puissances dans le domaine dans la région avec Israël. Avant de les utiliser à l'étranger, ils sont utilisés à l'intérieur du pays dans des opérations de sécurité ou contre les militants séparatistes kurdes, le PKK, depuis le milieu des années 90. Ils sont principalement produits par deux entreprises. Il y a la Baykar Defense qui produit les très recherchés drones Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci. Il faut noter que le directeur technique de la société, Selçuk Bayraktar, a des liens familiaux étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont il est le gendre. L'entreprise a déjà produit 4 avions sans pilote différents, dont le TB2, qui est produit en série et est donc relativement bon marché pour être acheté en grande quantité. L'autre grand producteur est Turkish Aerospace Industries, qui construit les drones TAI Anka et TAI Aksungur. Ces drones sont notamment présents en Ukraine. En effet, alors que l'Ukraine souhaite rejoindre la coalition de l'OTAN aux côtés de la Turquie, cette dernière lui a déjà vendu des dizaines de drones Bayraktar TB2 depuis 2019. De plus, en février 2022,
le président turc Erdogan s'est rendu en Ukraine pour signer un accord visant à accroître les échanges de drones entre les deux pays. Lors de cet événement, le ministre ukrainien de la Défense a déclaré que l'accord créait des conditions favorables pour que les fabricants turcs construisent une usine de drones en Ukraine. La Russie a répondu en disant que les drones turcs risquaient de déstabiliser la région. Les relations étaient déjà tendues depuis un petit moment entre Ankara et Moscou, notamment depuis le début de la guerre en Syrie, alors que les deux pays ont des intérêts contradictoires dans la région. Et cela n'a pas été en s'arrangeant avec la chute de Bachar el-Assad. Mais cela, on en reparlera un peu plus tard. Tout n'est ni tout blanc ni tout noir, car les deux pays ont également pris des mesures pour améliorer leur coopération. Par exemple, la Turquie a acheté le système de défense aérienne S-400 à la Russie, malgré les critiques sévères de l'OTAN et des États-Unis. Mais revenons maintenant aux drones turcs en Ukraine. Parmi les plus recherchés, il y a les Bayraktar TB2. Une vingtaine de drones TB2 sont actuellement actifs et l'Ukraine a déjà commandé environ 50 unités supplémentaires. Mais pourquoi ce drone est-il si apprécié? Eh bien, il avait déjà fait ses preuves dans les conflits en Syrie, en Libye et plus récemment dans le Haut-Karabakh. Ainsi, les drones turcs sont donc presque systématiquement présents dans les régions sous haute tension. Avec une envergure de 12 mètres et un coût d'1 million de dollars, ce drone est équipé d'une caméra électro-optique sophistiquée, d'un système de liaison de données et de 2 à 4 munitions à guidage de précision. Le TB2 est relativement petit. Il ne peut transporter que 150 kg de missiles et il vole à une vitesse de croisière de 130 km/h. De plus, il ne peut pas faire plus de 150 km. On peut aussi noter qu'il peut être équipé de 4 missiles, qui sont donc envoyés vers leur cible à l'aide de la technologie laser. Depuis son utilisation dans le conflit en Syrie, ces missiles ont démontré leur efficacité à détruire des véhicules. Mais il est surtout demandé car il peut désigner des cibles pour les unités amies et les frapper avec ses propres bombes guidées. Ce qui est crucial lorsqu'il est déployé contre des cibles mobiles. Par exemple, dans le cas de l'Ukraine, cela est idéal contre les milices comme dans le Donbass. Cependant, en cas d'un conflit armé à grande échelle contre la Russie, ces drones se montreraient moins efficaces. Mais l'Ukraine ne sera pas le seul pays à acheter du matériel militaire à la Turquie. En effet, plus de 15 pays ont commandé des drones turcs Bayraktar et TAI. Et sur le marché africain, la Turquie semble même être le principal concurrent des fabricants chinois. Parmi les potentiels acheteurs, il y a par exemple le Maroc, l'Algérie, le Rwanda, le Nigeria ou encore l'Éthiopie. Pourtant, dans de nombreux domaines, le TB2 ne se distingue pas de la concurrence. Ce drone n'appartient même pas à la classe supérieure des drones de combat, où les General Atomics MQ-9 Reaper et Sky Guardian règnent en maître. Mais alors, pourquoi est-il si populaire? Cela s'explique par le fait que les drones turcs sont bon marché tout en étant performants, en plus d'être de bonne qualité et respectant les standards de l'OTAN. Il ne faut pas oublier que la perte d'un drone est sans comparaison face au crash d'un avion de chasse. Les drones peu chers sont donc privilégiés. Et le drone TB2 coûte seulement environ 10% du prix d'un Reaper, un modèle américain dont il peut être considéré comme un concurrent bon marché. Il y a aussi le coût humain. L'utilisation d'avions de chasse peut être fatale pour les pilotes si l'avion s'écrase. Alors que le drone, lui, est contrôlé depuis la terre ferme, par 3 hommes dans un centre de commande mobile. Il y a donc beaucoup moins de risques pour les soldats, surtout qu'en raison de la taille relativement petite du drone, l'impact sera également beaucoup plus faible s'il s'écrase. C'est donc une aubaine pour la Turquie. De plus, il faut savoir que la vente du drone permet d'établir des relations militaro-industrielles constantes, ce qui est bénéfique à la Turquie pour étendre son influence militaire, diplomatique et économique dans et autour du pays destinataire. Récemment, l'influence de la Turquie a grandi avec la chute de Bachar el-Assad. Il ne faut pas oublier que la Syrie et la Turquie partagent une frontière de 900 km. Pendant longtemps, les deux pays ont connu des tensions pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la question du Sandjak d'Alexandrette, une région annexée par la Turquie en 1939
et qui a toujours été revendiqué par la Syrie. Il y a aussi les projets turcs sur les fleuves Tigre et Euphrate, notamment le barrage Atatürk, qui ont suscité des craintes en Syrie concernant l'accès à l'eau. Pendant la guerre froide, la Turquie était alignée avec l'Occident et membre de l'OTAN, tandis que la Syrie était proche de l'Union soviétique. Cette divergence idéologique renforça la méfiance entre les deux pays. Mais l'apogée des tensions a eu lieu dans les années 80 et 90, quand la Syrie a soutenu le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, un groupe armé kurde en guerre contre l'État turc. Le principal point de friction entre la Turquie et les Kurdes est l'objectif de l'indépendance du Kurdistan, qui est rejeté par la Turquie. Ankara considère les Kurdes comme une menace pour son intégrité territoriale et sa sécurité nationale. Le pays considérait donc la position de la Syrie comme une menace directe. C'est en 2011, avec la guerre en Syrie, que la rupture majeure entre les deux pays a lieu. La Turquie a pris parti contre Bachar el-Assad, soutenant l'armée syrienne libre et d'autres groupes opposés au régime syrien. De plus, le pays a mené plusieurs opérations militaires dans le nord de la Syrie, officiellement pour lutter contre les terroristes de Daesh, mais également pour empêcher la création d'un État kurde autonome près de sa frontière. En effet, depuis 2016, la Turquie a lancé plusieurs incursions contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, qui lui ont permis de contrôler des zones le long de la frontière. L'objectif est d'éloigner les mouvements armés kurdes, dont les unités de protection du peuple, alias YPG, alliés des Occidentaux dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. La Turquie considère les YPG comme un prolongement du PKK, classé terroriste par Ankara, les États-Unis et l'Union européenne. La Turquie contrôle donc certaines régions du nord de la Syrie, ce qui est perçu par Damas comme une occupation illégale. Au fil des années, la Syrie est grossièrement divisée en 3 zones. La première représente les 2 tiers du territoire. Elle est contrôlée par le régime de Bachar el-Assad, soutenu par la Russie et l'Iran. Les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, occupent environ un quart de la Syrie au nord-est. Une 3e zone, plus petite, dans le nord et le nord-ouest, la région d'Idlib, est entre les mains de divers groupes soutenus pour la plupart par la Turquie, dont le Hayat Tahrir al-Sham, alias HTS. Le 29 novembre 2024, à Alep, différents groupes rebelles, dont le HTS, ont pris le contrôle de près de la moitié de la ville. Cette offensive a été justifiée par les rebelles comme une réponse au bombardement intense du régime sur les zones civiles. Cela a également ravivé les tensions internationales, le Kremlin appelant Damas à reprendre rapidement le contrôle, tandis que l'Iran a réitéré son soutien à Bachar el-Assad. Cependant, le 8 décembre 2024 marque la fin de l'ère al-Assad. Par la suite, on apprend que le président syrien a fui Damas et s'est réfugié à Moscou, où il a été accueilli avec des garanties de protection politique. En Syrie, le peuple est descendu dans les rues pour célébrer la chute du régime. À l'international, le président américain Joe Biden a accueilli cette nouvelle comme une opportunité historique pour le peuple syrien de construire un avenir meilleur, mais a également averti que cette période était marquée par des risques et des incertitudes. Au même moment, Washington a mené des frappes contre plus de 75 cibles de l'État islamique en Syrie pour empêcher le groupe terroriste de tirer profit de la situation instable. Des frappes aériennes israéliennes ont également été entendues à Damas. Au même moment, les forces israéliennes ont avancé dans la région du Golan, prenant le contrôle de la zone tampon avec la Syrie et les hauteurs du Golan. C'était la première fois en plus de 50 ans. Mais alors, est-ce que cette offensive rebelle en Syrie est une aubaine pour la Turquie? La Turquie est restée prudente face à l'offensive rebelle en Syrie, mais elle espère y gagner le retour d'une partie des 3 millions de Syriens réfugiés sur son sol, ainsi que l'occasion d'enlever la menace kurde à sa frontière. On peut alors se demander si la Turquie a joué un rôle dans l'offensive rebelle. Il faut savoir que la Turquie entretient une relation complexe et difficile avec le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham, alias HTS, qui a renversé Bachar el-Assad. Alors que l'offensive était prévue 7 semaines plus tôt, mais que la Turquie a empêché les rebelles d'avancer.
De plus, la Russie, alliée de Damas, a lourdement bombardé leur position pour sauver le gouvernement syrien. En fait, ce n'est qu'après l'échec des tentatives de normalisation des relations avec Damas et la recherche d'une solution politique à travers le processus diplomatique d'Astana qu'Ankara a donné son feu vert. Le processus d'Astana est un ensemble de négociations multipartites visant à trouver une solution politique au conflit en Syrie. Il a été initié en 2017 par la Russie, l'Iran et la Turquie, qui, comme on le voit, sont les trois pays étant des acteurs clés dans le conflit syrien. L'objectif principal du processus est de créer des zones de cessez-le-feu et de faciliter des discussions entre le gouvernement syrien et les groupes d'opposition. Mais alors, quelle relation a la Turquie avec le groupe HTS ? Hayat Tahrir al-Sham est un groupe islamiste radical actif en Syrie. Fondé en 2017, il est né de la fusion de plusieurs groupes rebelles, dont le Front Fatah al-Sham, Harakat Nour al-Din al-Zenki et d'autres factions. Dirigé par Abu Mohamed al-Joulani, avant le 8 décembre 2024, HTS contrôle une grande partie de la province d'Idleb et a mis en place une administration civile appelée le gouvernement de salut syrien. Il est connu pour son idéologie islamiste sunniste et salafiste, et son objectif principal est de renverser le régime de Bachar el-Assad pour instaurer un État islamique en Syrie basé sur la charia. Par la suite, le groupe a cherché à se distancier de son affiliation passée avec Al-Qaïda pour améliorer son image et obtenir un soutien plus large. Cependant, il reste classé comme organisation terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Il faut savoir que la Turquie a combattu l'expansion du groupe HTS dans sa zone de sécurité dans le nord-ouest de la Syrie. Ankara a également fait pression sur ce groupe pour qu'il rompe son affiliation à Al-Qaïda et ne s'en prenne pas aux minorités, chrétiennes et druzes en particulier. Depuis, le 4 février 2025, il y a eu la visite récente entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président intérim syrien Ahmed al-Shara à Ankara. Ils ont discuté de divers sujets, notamment la lutte contre les militants kurdes dans le nord-est de la Syrie, la stabilisation de la Syrie et le retour volontaire des réfugiés syriens. Erdogan a également exprimé son soutien à la Syrie dans la levée des sanctions internationales et a souligné l'importance de la coopération économique entre les deux pays. Il est donc clair que la Turquie et le nouveau pouvoir syrien, dirigé par Ahmed al-Shara, renforceraient leurs liens. D'ailleurs, des discussions sont en cours pour un accord de défense conjoint, incluant l'établissement de bases aériennes turques en Syrie et la formation de la nouvelle armée syrienne. Cela pourrait aggraver les tensions avec les États du Golfe et Israël. De plus, la Turquie pourrait fournir des drones, des radars et des systèmes de guerre électronique à la Syrie, notamment pour améliorer sa capacité à contrôler la frontière avec Israël. Mais il n'y a pas que la Turquie qui semble se rapprocher du gouvernement syrien. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué une visite à Damas, marquant la première visite d'un chef d'État en Syrie depuis la chute du président Bachar el-Assad. On peut aussi parler du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et de son homologue allemande, Annalena Baerbock, qui se sont rendus à Damas début janvier 2025 pour rencontrer les nouvelles autorités syriennes et discuter d'une transition pacifique et d'une stabilité régionale. Ainsi, le changement de pouvoir en Syrie change les dynamiques des relations internationales. Cela a un impact sur tout le Moyen-Orient, notamment sur les relations entre la Turquie et Israël. Le tournant majeur dans les relations turco-israéliennes se produit au début des années 2000 avec l'ascension du Parti de la Justice et du Développement, alias AKP, et de son leader, Recep Tayyip Erdogan. Sous l'AKP, la Turquie commence à adopter une politique étrangère plus indépendante, s'éloignant progressivement de son alignement traditionnel avec Israël. La question palestinienne devient un point de friction majeur. La Turquie, désormais dirigée par un gouvernement islamiste modéré, devient un ardent défenseur des droits des Palestiniens. Le soutien d'Israël aux politiques israéliennes à Gaza et en Cisjordanie est de plus en plus critiqué par la Turquie. Les relations se détériorent rapidement après l'opération Plomb durci de 2008-2009,
durant laquelle Israël mène une offensive militaire à Gaza, tuant de nombreux civils palestiniens. Mais l'un des événements majeurs de cette détérioration est l'incident du Mavi Marmara en 2010. Ce navire humanitaire, destiné à briser le blocus de Gaza, est attaqué par l'armée israélienne en mer Méditerranée. 9 militants turcs sont tués lors de l'assaut israélien, ce qui entraîne une vive protestation en Turquie. Le gouvernement turc, dirigé par Erdogan, demande des excuses publiques et des réparations, tandis qu'Israël exprime des regrets mais refuse de présenter des excuses formelles. Cet incident marque un tournant majeur et les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues pendant plusieurs années. Malgré la grave crise diplomatique, des tentatives de réconciliation sont entreprises au fil des années. En 2013, Israël et la Turquie parviennent à un accord pour normaliser leurs relations avec des excuses publiques de la part d'Israël. Cependant, les tensions restent présentes, en particulier en ce qui concerne la question palestinienne et la position de la Turquie vis-à-vis des politiques israéliennes à Gaza. La politique étrangère de la Turquie, sous Erdogan, devient de plus en plus orientée vers une affirmation de son leadership dans le monde musulman, et en particulier dans le contexte du conflit israélo-palestinien. La Turquie critique sévèrement les actions israéliennes et soutient fermement les droits des Palestiniens, ce qui exacerbe les tensions avec Israël, d'autant plus que la question des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est continue de cristalliser les divergences. En 2020, des signes de réchauffement diplomatique se manifestent, avec la volonté des deux pays de relancer le dialogue. Cependant, les tensions restent vives, en particulier après l'intensification des violences à Gaza en 2021, où la Turquie a de nouveau critiqué les actions israéliennes. Mais alors, où en sont les relations actuellement? En mai 2024, la Turquie suspend ses échanges commerciaux avec l'État hébreu, expliquant qu'elle reprendra ses relations commerciales avec son homologue quand la situation humanitaire s'améliorera à Gaza. Ainsi, le ministère explique que la Turquie appliquera ces nouvelles mesures de manière stricte jusqu'à ce que le gouvernement israélien autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza. Il faut savoir qu'en 2023, les exportations de la Turquie vers Israël ont représenté 5,43 milliards de dollars contre 7,03 milliards en 2022 et 6,36 milliards en 2021. Quelques mois plus tôt, Recep Tayyip Erdogan avait déjà rappelé l'ambassadeur de Turquie à Tel Aviv, mais avait jugé impossible de rompre complètement avec Israël. Cependant, les intenses critiques qu'il essuie à ce sujet semblent lui avoir fait changer d'avis. Mais rapidement après l'annonce du suspens des échanges commerciaux, le pays est montré du doigt, car le pétrole azerbaïdjanais continue d'être acheminé en Israël via la Turquie. Passant par le port turc de Ceyhan, plus du tiers des besoins en pétrole d'Israël transitent par ce lieu. En effet, l'Azerbaïdjan est un important fournisseur de pétrole à Israël via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, au bout duquel le pétrole est chargé sur des bateaux qui le transportent jusqu'à Haïfa. Il faut savoir que le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, entretient d'excellentes relations avec Recep Tayyip Erdogan. Il en est de même avec Netanyahou, alors que Jérusalem est un fournisseur d'armes très important pour l'Azerbaïdjan. Il faut savoir que les relations diplomatiques entre Israël et l'Azerbaïdjan, qui existent depuis 1992, sont les plus stables que l'État hébreu entretient avec un pays musulman. Cependant, en novembre 2024, la Turquie réfute les accusations de livraison de pétrole à Israël. Le gouvernement turc a également ajouté avoir pris des mesures pour empêcher les entreprises d'abuser des accords commerciaux avec la Palestine en détournant vers Israël des marchandises destinées au territoire palestinien. Pour mettre fin à cette pratique, Ankara a mis en place un processus de vérification en 3 étapes. Le ministère palestinien de l'économie doit d'abord autoriser les factures pro forma soumises par les entreprises souhaitant importer des marchandises turques avant de transmettre la facture ainsi autorisée au ministère turc du commerce. La transaction est ensuite validée par les associations d'exportateurs en Turquie. Plus récemment,
Avec la chute de Bachar el-Assad, les tensions ont pris une autre dimension. La Turquie, qui a soutenu les rebelles syriens, est devenue une actrice incontournable dans la région. Israël, quant à lui, reste vigilant face à l'influence croissante de la Turquie et des groupes soutenus par Ankara. Les tensions entre les deux pays sont exacerbées par les divergences sur la question kurde et les interventions militaires turques en Syrie. Israël perçoit ces actions comme une menace potentielle à sa sécurité, tandis que la Turquie continue de défendre ses intérêts stratégiques et sécuritaires dans la région. Ankara est également inquiète, car Israël a intensifié ses bombardements en Syrie, en plus d'avancer ses troupes dans la zone démilitarisée du plateau de Golan, en violation de l'accord de désengagement de 1974, comme vu précédemment. Il est donc clair que l'armée turque s'impose aujourd'hui comme l'une des forces militaires les plus influentes de la région, et même au-delà. Grâce à une modernisation constante de ses forces terrestres, aériennes et navales, la Turquie a su renforcer sa puissance militaire tout en développant une industrie de défense performante et indépendante. Son expertise dans les drones militaires, notamment avec les Bayraktar TB2 et Anka, lui confère un avantage stratégique majeur et un poids considérable sur la scène internationale. Cependant, cette montée en puissance s'accompagne d'une politique étrangère de plus en plus affirmée, notamment en Syrie, en Ukraine et sur le marché de l'armement international. Entre ambitions régionales, rivalités stratégiques et alliances fluctuantes, l'armée turque demeure un acteur central des équilibres militaires et géopolitiques, façonnant ainsi l'avenir de la Turquie sur la scène mondiale.